Bon mardi matin tout le monde, bienvenue dans Toute Liberté avec Joey Aubé. Cette semaine, après justement une semaine de repos bien mérité et de petites vacances, José Saucy est avec nous de retour. On parle de liberté d'expression, de troisième lien. Écoute, c'est pas parce que l'actualité date d'une semaine que José, ça lui donne pas le goût d'y en parler. Souvent, il en reprend, puis il y a ses règles à lui, puis c'est bien correct. Puis souvent, les gens adorent ça autant aussi. Savoir son petit grain de sel sur les sujets. Fait qu'on part ça ce matin dans Toute Liberté. Salut José. Comment vas-tu? Pas pire, petit week-end tranquille pour une fois. C'est ça. Depuis un mois, ça arrêtait pas de rouler. C'était une affaire, une épluchette de blé d'Inde à Angrignon à Montréal, un camp de préparation pour le PEC à Shawinigan. Là, pour une fois, il n'y avait rien. Fait qu'on a pris ça tranquillement, en mode chill, puis on recharge les batteries. Il faisait beau par ailleurs, puis il fait encore très beau aujourd'hui. Oui, 20 degrés, matin, 21 octobre. Moi qui prends ma demi-heure de marche, mettons, à partir de 7 h le matin quand je sors dehors, contrairement aux 9 degrés de la semaine passée, quand je sortais le matin, je suis comme « Ah, il fait chaud! » Ah oui, mais avoue que c'est plaisant. Surtout c'est au mois d'octobre. Je pense que ça fait 2 ans, au mois de novembre, début novembre, il avait fait 20-22 dehors. Là. Écoute, c'était magique, sincèrement. On appelle l'été indien. Je ne sais pas si c'est ça en réalité. Je ne connais pas la définition pour avoir un été indien, mais ah oui, je pense que le sol plutôt a dû geler. Ah, OK. Quelque chose de même, là. Je te dis ça sous toute réserve. Là, c'est comme genre deux. En tout cas, vous me corrigez les auditeurs, mais de ce que je connais, supposément que c'est comme 2-3 jours de beau temps, / ce qui ressemble à l'été, en plein milieu de l'automne, / début d'hiver. Du moins, c'est la compréhension que j'en ai faite de mes 30 ans d'existence, mais vous me corrigerez si jamais il y a une définition très spécifique au truc. Celle-là, non, mais celle-là est aussi par rapport à l'été indien de Joe Dassin. On ira. Tu connais Joe Dassin? Ben oui, tu connais ça. Je sais que t'as 30 ans, mais t'as dû sûrement entendre ça une fois dans ta vie, l'été indien. C'est sûr et certain, pas le choix. Là, j'ai pas voulu faire un Bernard Drinville de moi-même, là, mais quand même, ça a passé proche. Mais... C'est dur de faire pire que Bernard. Laquelle tu veux starter? Liberté d'expression, troisième lien? Écoute, regarde, je vais parler du troisième lien. Je vais parler sincèrement du troisième lien. Si tu peux passer là, la publicité que le Parti conservateur du Québec a mis sur les réseaux sociaux hier ou très récemment, je trouve ça intéressant. Ouais. J'ai soulevé souvent ces problématiques-là, mais je trouve ça extrêmement bon que le Parti conservateur du Québec, avec son équipe de communication, nous sorte des vidéos de cette valeur-là, parce que selon moi, c'est une petite perle. Alors, si tu veux nous faire jouer ça, mon bon ami. Je vous partage ça. Ça a été posté un matin. J'ai vu ça passer ce matin. Fait que, écoute, on y va. Je ne vais pas me tromper, par exemple, parce que c'est ça. On a comme lundi matin, oui. C'est ça. Pour les auditeurs qui le savent, c'est ça. Pour vous, ça fait une journée. Parfait. Ça va pas bien long. Ça va comme suit. Les gens de Québec sont tannés de se faire niaiser. C'est nécessaire d'avoir un troisième lien. Mais les gens... J'espère juste que j'aurai pas de droit d'auteur, ça maudit tout, mais en tout cas, je penserais pas. Québec et les gens de la Rive-Sud de Québec veulent un troisième lien et aujourd'hui, on franchit une étape. On n'a pas besoin de faire beaucoup d'études. Page blanche. Je comprends pas que les libéraux, après 4 ans d'études, viennent nous parler de traversier puis téléporter des gens. Là, voyons donc. C'est pas sérieux. Et d'ici l'été prochain, on va avoir un corridor, pas un tracé précis. Premier mandat, on va aller de l'avant avec le projet de troisième lien et il n'y aura aucune excuse pour reculer sur cette affaire. Là-dessus, je me pièce maîtresse, le tunnel Québec-Lévis pour être capable d'animer le transport collectif et de répondre aux besoins de fluidité. Dans l'échelle de 1 à 10, à quel point êtes-vous certain que cette portion-là spécifique du projet va être réalisée? C'est 10 sur 10. Ça sert à rien de lancer des coups prématurés. Est-ce qu'un tunnel à 6,5 milliards sans un sou du fédéral se fait pareil ou le projet est mort-né? Ce tunnel sera construit coûte que coûte, même sans le fédéral. Il y aura une gestion dynamique des voies. Un projet modifié, moins cher et qui va néanmoins continuer d'atteindre les objectifs qu'on s'était fixés. C'est un projet qui est nécessaire. Traverse 2 ans de processus avec des entreprises sérieuses qui mobilisent des équipes et des ressources pour démontrer leur capacité puis leur intérêt à faire un projet de troisième lien chez vous. Et ensuite de ça, du jour au lendemain, tu mets un terme à ça en disant finalement on change d'idée.
Je vous dis pas que ça se fait pas. Ce que je vous dis, c'est que nous, on a la ferme intention d'aller jusqu'au bout de ce processus-là et c'est pour ça qu'on s'engage dans cette première étape-là et dans les suivantes. Et la CAQ est le seul parti politique en faveur du troisième lien. Celui qui le défend énergiquement, c'est Duhem. Ça se peut pas comment la CAQ dit tout n'importe quoi et son contraire. Il y a un seul parti dans la grande région de Québec qui est pour un troisième lien, puis c'est le Parti conservateur du Québec. Tu sais que dans la région, dans la mienne du moins, qui est la tienne en réalité, là, c'est pas parce que tu restes plus là actuellement que c'est plus la tienne. En Côte-du-Sud, nos préfets sont en faveur du troisième lien, puis pas à peu près. Là. Oh, ouais, la fameuse coalition de l'Est. Oui, ils sont tous signataires. Puis moi, j'ai parlé récemment avec le préfet de la MRC de Montmagny, M. Frédéric Jean, qui est également le maire de Saint-François de la Rivière-du-Sud, qui est un gars que j'aime beaucoup, sincèrement. Pourquoi? Parce que c'est pas un gars qui a la langue dans sa poche. La langue de bois, lui, il ne connaît pas ça. En plus de ça, c'est un entrepreneur et il a ça dans le sang. Et lui, il veut que ça gros. Il me l'a dit, il dit, regarde, José, ça bouge pas. Il est obligé d'être d'accord avec Éric Duhem et M. Lehouillier. Ça ne bouge pas. Et la sortie de M. Lehouillier, je m'excuse, mais est 100% dans le target. Enfin, M. Lehouillier, parce qu'on s'entend, là, il marchait quand même sur des œufs là, concernant ce dossier-là. Il faisait attention, il ménageait la chèvre et le chou. Mais là, je pense qu'il a fait une sortie en règle. Et la sortie d'aujourd'hui ou d'hier, plutôt d'Éric Duhem, avec son équipe de com concernant le troisième lien, là, je veux dire, c'est dans le target, pas à peu près. Il y a 100% raison. Comment peut-on encore aujourd'hui faire confiance à la Coalition Avenir Québec dans ce dossier? Sincèrement, je vous pose la question. Ah non, puis écoute, pour ceux qui ont écouté le segment, en fait, on a parlé dans le show également aussi. Tu sais que quand Geneviève Guilbeault a été dans l'émission de JC à Choix, puis c'est Patricia Vincent, sa co-animatrice, qui a carrément ramassé Guilbeault de manière polie. Là, elle n'a pas traité à attaque personnelle, mais tu sais, on dirait que vous nous prenez pour des caves. C'est carrément ça. Tu sais, c'est va et vient, avance. Après 6 ans, on nous parle encore de tracé, calvasse. Puis tu sais, encore là, beaucoup de gens se demandent pourquoi ça n'a jamais avancé. Là, les chroniqueurs se plaignent. C'est une pièce de théâtre. Déjà qu'ils ne tripperaient pas sur le projet. Puis comment ça, c'est interminable? Ben, c'est un peu votre faute. Parce que justement, moi, je me rappelle, écoute, j'ai gardé même des extraits. C'est pour ça qu'en écoutant la vidéo, ça m'a fait repopper ça. J'ai mis dans la console. Quand il y avait une annonce, je pense que c'était du tunnel bitube au pas tant de trucs. Là. Quand il y avait eu le plus gros tunnel qu'on n'a jamais demandé en passant, là. On voulait juste aller au bord. Mais to be fair, je pense depuis le début, c'était vraiment on va mettre ça plus big to big pour que ça meure de sa belle mort sur son propre poids parce que, en gros, il voulait quasiment saboter le projet en mettant de quoi vraiment plus trop gros que ce que les soins avaient demandé parce qu'il ne voulait jamais le faire. Il y avait Anguille sous roche, ça c'est clair. Mais Patrice Moy, très bien, avait demandé à Guilbeault en entrevue. Là, on a votre projet, mais il n'y a personne dans les médias qui vous appuie, donc c'est un mauvais projet. C'est à peu près unanime. Je n'ai pas lu un chroniqueur qui vous appuyait pour le tunnel. J'en lis des affaires. J'ai rien lu, soit d'un grand spécialiste ou d'un chroniqueur ou d'un journaliste spécialisé qui appuie votre tunnel de 10 milliards. Le fédéral est loin d'embarquer dans l'opération. Est-ce que vous commencez intérieurement à douter? C'est pas tout. Mais pourquoi personne voit la lumière au bout du tunnel, sauf vous? Mais en même temps, quand on lance un grand projet comme ça, puis on regarde derrière, puis il n'y a personne qui nous suit, de chroniqueurs, de spécialistes, j'imagine qu'en privé, avec le premier, vous devez dire, ouais, mais coudonc, est-ce qu'on est les seuls à voir le pas? Oui! Non, mais ils sont complètement déconnectés de la réalité. C'est 70% des gens de la grande région de Québec qui veulent un troisième lien. Et moi, ça fait, sincèrement, je demeure à Berthier-sur-Mer, comme tu le sais. J'ai souvent affaire à Lévis. Quand tu es rendu à Lévis, tu vas un peu plus loin, puis tu traverses le pont, tu es rendu à Québec. Bon, il y en a 2 ponts. Là, récemment, il y avait un des 2 ponts qui était fermé pour des rénovations, en l'occurrence, celui de Québec. Je peux te dire une chose, que j'étais pogné dans le trafic à partir de Lévis. Ça m'a pris 45 minutes me rendre l'autre bord du pont de Québec, là, à Québec, tout simplement. Et moi, là, j'aime ça quand ça grouille. J'aime pas ça, là, tergiverser puis perdre mon temps. Là, à ce moment-là, quand tu es pris dans le trafic, tu perds ton temps. Et les fameux gaz à effet de serre, ben, si tu es trop ralenti et tu n'avances pas, tu ne formes pas ta voiture à tous les fois. Là, on s'entend. Tu en fais aussi des gaz à effet de serre. Malgré que les nouveaux chars, de plus en plus, il y en a qui font ça. Là. Oui, ça s'arrête tout seul. Ça, c'est clair. Ça, c'est vrai. En arrêt complet, genre, ça arrête tranquillement, mais seconde que tu repèses sur l'accélérateur, le moteur oui, ça, c'est vraiment juste les modèles les plus récents, on s'entend. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une demande depuis X nombre d'années pour avoir un troisième lien.
Et moi, je le sais parce que je subis le fait qu'on n'en a pas un troisième. Et là, on le sait avec nos 2 ponts, sont un peu en fin de vie. On ne sait pas trop leur durée. Là, on ne sait pas ce qui va arriver. Et je ne sais pas si tu avais déjà vu les photos concernant le pont de Québec. Là. Tu sais, ça faisait pitié. J'avais vu quelqu'un qui avait posté ça sur les réseaux sociaux. Là. Oui. Tu sais, c'était pathétique. Puis là, en plus, tu te rends compte que ailleurs, notamment, je pense à Baltimore, ils vont reconstruire le pont, puis ça va coûter moins cher que celui de l'île d'Orléans. Je me trompe-tu ou j'ai vu ça passer? Oui, c'est Frank qui a sorti ça. En fait, à l'origine, c'est le prof Caron qui avait fouillé un peu. Oui. Je ne vais pas me tromper ici, mais il me semble que ça allait coûter à peu près autour de 2 milliards US enlever puis ramasser les restes du premier pont qui est tombé dans l'eau finalement et les morceaux de l'original qui ne peuvent pas être récupérés et construire le nouveau. On parle d'un pont autoroutier, là, pas juste une voie de chaque bord. Et combien? Autour de un petit peu plus que 2 milliards US, à peu près. Ben, vous voyez que ça ne marche pas. Là. Alors, vous voyez réellement que ça ne marche pas. Et je veux dire, là, il y a réellement de quoi qui ne fonctionne pas au Québec concernant les grands projets. Je veux dire, tu regardes la CAQ aller, ce parti-là, sincèrement, je ne sais pas qui s'occupe des coms ou je ne sais pas ce qui se passe, mais ils sont complètement déconnectés de la volonté du peuple. Tu sais, puis en plus, là-dedans, là, ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont tellement longtemps promis un troisième lien, on s'entend, c'était leur promesse forte dans la région de Québec. Et c'est ça, possiblement, qui leur a permis d'arriver au pouvoir jusqu'à un certain point. C'est la région de Québec, en réalité, qui était la base de la CAQ. Oui, l'origine de la CAQ, c'était ils sont fait élire dans leur premier mandat par la majorité des jeunes familles, les 18-54 ans. Et par la suite, après ça, puis après l'équipe de le gars, méchant changement, pas grand-chose. Méchant statu quo, oui. Mais à cette heure, depuis leur deuxième mandat, ou du moins avec la pandémie, ça a transféré des jeunes familles aux boomers. Et certains d'entre eux sont retournés par la suite au Parti québécois, puis un petit peu au Parti libéral, surtout depuis que Pablo est rendu là, supposément, selon le dernier sondage. Ça me tape. Ouais, mais c'est ça. Fait que ça montre un peu les priorités. Surtout que ça fait longtemps que je le dis personnellement, la CAQ, c'est une agence de com déguisée en parti politique. C'est quoi les valeurs d'un caquiste? Ce que le vent lui dit que le vent pousse, que le vent souffle cette journée-là, puis qu'est-ce que le sondage nous dit. Puis même si le lendemain, il y a complètement le contraire, il va dire qu'il a toujours cru à ça. Parce que pense-y concernant le troisième lien, là, tout le monde savait que la coalition Avenir Québec s'était fait élire avec ça. À 2-3 reprises, ils l'ont promis. Là, je pense que c'est 3 reprises. Écoute, ceux qui sont contre le troisième lien sont capables également de se rendre compte que la CAQ nous a menti en pleine face. Et ceux qui étaient pour le troisième lien sont également conscients que la CAQ nous a menti aussi. Ben oui. Tu comprends? Et là, tu arrives avec une Geneviève Guilbeault qui est une spécialiste des communications. Moi, je ne comprends pas les gens de Québec, certaines personnes du moins. Là, des fois, elle fait une sortie, mais elle est excellente en communication, Mme Guilbeault. Là. Mais tu sais, elle nous ment en pleine face, pareil. Assez bullshité, ça, pour dire. Assez bullshité. Écoute, l'autre jour, là, juste une petite aparté, je l'ai écouté parler, justement, je pense, elle parlait du troisième lien. Je ne me souviens pas c'était quoi le sujet, mais je pense que c'est ça. Après 30 secondes, je n'étais plus capable. J'ai dit, arrête de me bourrer, toi, je ne suis plus capable. Mais je veux dire, ça m'a monté au nez à quel point là, que je voyais qu'elle me poussait de la boîte solide. Je n'ai plus aucune confiance en cette femme-là. C'est un peu comme la fable du berger qui criait au loup. Là. La troisième fois, c'est la même morale. Moi, je ne peux plus croire ces gens-là. Et une bonne partie des gens de Québec et de Chaudière-Appalaches, même ailleurs au Québec, mais on va parler des gens qui nous concernent davantage, eux autres, ils n'y croient plus non plus. Là. Maintenant, qu'est-ce qui va arriver? Mais je pense que la sortie d'Éric Duhem et de son équipe de com est excellente. Là. Et ça, là, on dirait que ces gens-là se pensent encore dans les années 80, tu sais, à une époque, là, même avant, où ce que tu pouvais dire une chose en région, mettons exemple, et que tu arrivais en ville, tu disais l'opposé. Comme exemple, au Canada, tu as des gens qui arrivaient, des policiers qui arrivaient au Québec, puis ils disaient ce que les Québécois voulaient entendre. Ils arrivaient à l'autre bout, puis ils cassaient du dos sur le dos des Québécois. On a vu ça souvent, mais dans le temps, on n'avait pas les médias aujourd'hui, les médias qu'on a aujourd'hui. Alors que maintenant, tu ne peux plus dire n'importe quoi. Je veux dire, tout est enregistré, tout se passe par l'entremise des médias sociaux. Tu vois comment, puis ça c'était, je pense, il y a 1 an ou 2 ans, les codes de Patrice Moore que j'ai fait passer, il a avoué comment la game fonctionne. C'est qu'au Québec, les grands projets, ce que la population locale veut, ça compte même pas. Peu importe le projet, l'endroit qui s'est fait, quoi que ce soit, il faut que les hashtags, les experts
Et les chroniqueurs, les José Legault, les Karine Gagnon de ce monde, les Patrick Lagacé puis les Isabelle Haché embarquent dans patente. Si les médias sont d'accord, c'est un bon projet. Même si il est fait tout croche, même si ça n'a pas de Christie de bon sens, que le monde n'a jamais demandé ça, ou encore moins, on présentait ça durant la dernière élection, si les médias embarquent, on le fait. Eh mais c'est-tu con? Après ça, vous vous demandez comment ça les gens ont de moins en moins confiance aux médias? Comment ça les gens sont de plus en plus cyniques envers la politique? Comment ça Yves Poirier, toutes les fois qu'il s'en va faire des vox pop, la moitié du monde l'envoie chier? Ben c'est un peu à cause de ça, mon cher. Tu sais, c'est de fil en aiguille, puis mais Joey, tu compares chroniqueur à journaliste. Ouais, mais le problème, c'est que même dans vos articles de journaux, vous avez tellement de la difficulté à pas orienter ça. Puis c'est même pas... C'est vraiment uniquement... ça, je l'ai déjà expliqué. Hein. La majorité des articles de journaux, puis aujourd'hui, tu peux me confirmer, t'es journaliste, anyway, t'es journaliste local, mais quand même... mettons que tu fais un article sur, je sais pas, mettons, la foire agricole de Rimouski, ben c'est sûr qu'il n'y aura jamais de twistage ou d'idéologie derrière, à part si on parle de politique ou s'il y a eu des discours politiques dans l'événement sous-mentionné. Mais à part de ça, quand c'est des articles reliés justement qui peuvent changer la société au détriment du monde médiatique, par définition, il va être orienté pour avancer les intérêts du dit média, même si c'est indirect. Ce qu'on appelle un biais médiatique. C'est ça. Mais si, je sais pas, mettons, Lucien Bouchard fête, je sais pas quel âge il est rendu, fête son 50e anniversaire de mariage, ben, il n'y aura pas de... T'sais, autant que oui, c'est un ancien premier ministre du Québec, mais en général, il n'y aura pas de politique là-dedans. Là, mais ça oui, c'est neutre et indépendant. Fair enough. Mais malgré qu'aujourd'hui, je te dirais, ils sont tellement fuckés qu'ils trouveraient une twist pour commencer à parler d'extrême droite là-dedans. Là. Mais c'est ça. Fait que c'est pour ça que c'est ça qui est chiant, parce que autant qu'il y a déjà plein de billets, un projet autoroutier en 2024, là, ce que j'appelle dans mon jargon personnel le monde post-asphalte. Là, on dit qu'au-delà, à partir de l'an 2000, on dit que créer des nouvelles infrastructures avec du béton, c'est rendu impossible. Sauf qu'on fait des affaires de tramway et du REM. Ah, ça, c'est correct. C'est ça. On se répète souvent, mais souvent, c'est un peu... Non, mais je veux dire, c'est important parce que ça va nous emmener à notre deuxième sujet. Il y a une crise des médias, une crise de confiance. Récemment, il y a eu un sondage, je ne sais pas qui a fait le sondage, mais il y a uniquement 32% des Canadiens qui croient aux médias. Là. Je me trompe-tu? Quelque chose de similaire à ça. Là. Ça a baissé, on est tombé... Oui, ça baisse depuis, à vitesse grand V, depuis 2-3 ans, ça baisse rapidement. Là. Ils ont perdu, je n'avais parlé il y a quelques semaines, je pense qu'ils ont perdu 4 ou 5% dans la dernière année. C'est gros, là. Ouais, je pense qu'ils sont rendus autour de 30 CAC à peu près, dans ce coin-là. Je ne me rappelle plus du chiffre, désolé, j'ai la mémoire courte un peu là-dessus. Je pense qu'ils sont rendus à 33, 36. Une affaire de même. Ça me semble que c'est 32%. Ouais, une affaire comme ça. Il était à 41%, ça fait pas si longtemps que ça, là. Je veux dire, il y a eu une baisse drastique assez rapidement. Et encore une fois, ils nous disent la désinformation, il faut faire de la pédagogie. Non! Regardez-vous dans le miroir! Exact. Faites des débats. Je t'amène à notre autre sujet. C'est quoi le nom là, du journaliste qui a parlé de la Lune? Jérémy Filosa. Le journaliste, l'animateur sportif, l'ancien animateur sportif du 90. Il est encore là ou il est vraiment... Il n'est pas congédié, mais il est suspendu. On assume que le congédiement va venir prochainement. Non, mais je veux dire, il n'y a rien là, c'est une opinion. Je veux dire, au pire, là, c'est pas compliqué, tu débunks ça. C'est-à-dire que si ce que tu avances est complètement farfelu, mais qu'il y a quand même, exemple, 30% de la population qui pense ça, qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Organise des débats. Si vous voulez là, remonter vos codes d'écoute, organisez des débats. Il y a des gens qui pensent que la Terre est plate, puis il y en a de plus en plus, semblerait-il. Ben, amenez-la en ondes, amenez-la avec leur batterie d'arguments, arrivez avec des contre-arguments, avec des spécialistes et faites un débat afin que la population se fasse une tête. Là, actuellement, c'est comme si l'individu ou le citoyen était trop cave pour se faire une tête et si tu te mets à penser quelque chose qui n'est pas dans la norme, on te tasse de la société. Alors que ce n'est pas ça qui devrait avoir lieu en réalité. Ton rôle comme média, c'est d'emmener le débat et que tu puisses informer le mieux possible le citoyen pour qu'il puisse prendre par la suite une décision. Mais là, ce n'est pas le cas. Il y a des choses qui sont comme intouchables. Moi, personnellement, le 11 septembre, j'ai des doutes parce que je ne sais pas encore pourquoi la tour numéro 7 est tombée alors qu'il n'y a aucun avion qui est rentré dedans. Il n'y a jamais personne qui m'a répondu. Ça ne veut pas dire que j'affirme que tout est un coup monté.
on ne fait que ne pas répondre à mes questions. J'aimerais ça, moi, avoir un débat là-dessus. Tu sais, comme à l'époque de 110 %, il y avait à TQS, il y avait une autre émission qui avait gardé le même concept, qui prenait n'importe quel sujet et qui faisait des débats. Oui, des fois, je veux dire, c'était un peu cacophonique. C'est ça qu'on dit, cacophonique? En tout cas, qu'on avait de la misère c'est une bonne affaire parce qu'au Québec, nos débats, s'ils seraient un peu plus cacophoniques, je serais content parce qu'à date, c'est rien que du bobo urbain puis du très peu. À peine qu'on élève la voix puis on est quasiment en stupéfaction alors qu'en France, ils font ça à longueur de journée. Là, oui, mais je sais, je veux dire, moi, dans ma vie, là, parle pas. Non, on n'aime pas ça, je le sais, mais à un moment donné, lorsqu'on se fait fourrer, ça serait peut-être le temps qu'on ait des débats. Je veux dire, les médias traditionnels là, vivent, puis le sondage le dit, vivent une crise de notoriété comme jamais, une crise de crédibilité. De crédibilité, c'est ça. Absolument. Et il faut que vous réagissiez. Je sais que Cube Radio, je trouve qu'ils font le meilleur job, sincèrement. Là. Je trouve qu'ils amènent des débats. Alors, ils sont mieux qu'ils étaient, sincèrement. Ils sont mieux qu'ils étaient. C'était le fait qu'ils ont amené Stéphane Bureau pour les élections américaines, c'est une bonne affaire. Par contre, il y a beaucoup trop. Je vais prendre les paroles. J'en parlais avec Frank en privé là-dessus, puis je vais prendre ses paroles, parce que c'est lui qui m'a dit ça. Il dit à Cube Radio, mettons, tu prends. C'est pas le cas de 100% des animateurs des émissions de Cube Radio, mais tu prends par exemple un Dutrisac ou un Martineau ou une couple d'autres, vous ferez l'exercice, là. Ils changent leur discours et leur attitude et leur position par rapport à certaines idées, tout dépendant de quel chroniqueur ils ont. C'est pour ça que d'un bout, tu penses que là-dessus, je suis d'accord, là-dessus, je suis pas d'accord. J'espère qu'il n'y a même pas la journée d'avant ou il n'y a même pas 2 jours, il a dit carrément le contraire. Tu sais, comme si Martineau est avec, mettons, Éric Duhaime, il va lui donner bien raison sur bien des trucs, mais 2 jours après, qu'il y a un autre chroniqueur qui est carrément à l'opposé idéologiquement d'Éric Duhaime, il dit exactement les mêmes points, mais il dit qu'on devrait faire ça à la place. Martineau dit ah ouais, t'as raison. Ah, peut-être, sauf que c'est surtout ça qui me fait plus chier personnellement. Là, le genre de virevent, à un moment donné, tu peux être de gauche, de droite, je m'en sac, mais au moins sois consistant avec tes idées, au lieu de t'en dire à tout le monde que t'es fin, je suis pour ni contre, bien au contraire. Là, mais Joey, au moins, il en parle. Tu sais, avant, il n'en parlait pas. Pendant la crise de la COVID, il n'en parlait pas. Là, maintenant, il y a des sujets qui étaient comme tabous qu'on ramène à la surface. Bien entendu, c'est jamais assez pour nous autres parce que nous autres, sincèrement, on a toujours 2-3 coups d'avance. Tu sais, on essaie d'en savoir plus rapidement. On est curieux. Là, par définition, le monde dans lequel on est aujourd'hui, ça arrive très rarement que justement le scoop, c'est les médias traditionnels qui le sortent en premier. Bien souvent, c'est les réseaux sociaux. De plus en plus. Au contraire, de moins en moins. Moi, je dirais de plus en plus, c'est... De plus en plus, c'est nous autres, ce que je veux dire. C'est ça. C'est les podcasts comme ici. C'est des gens sur Twitter qui sortent des vidéos ou des leaks. Ou c'est... oui, des fois, il y a un peu de Thomas Gerbet ici dans les travails d'enquête de longue haleine. Je ne dis pas que c'est 100% puis les médias, le bureau d'enquête de Québécois, des fois, ils font une bonne job. Notamment récemment, concernant les cartes de crédit. Là, je trouve qu'ils ont fait un bon travail. Oui, mais juste pour dire, mettons, que c'est vraiment une nouvelle qui vient de sortir... c'est très rare que ce soit les premiers qui vont vraiment, pour dire, sortir la nouvelle en premier. Souvent, ça va lui prendre 1 heure, des fois même une journée, puis ça, c'est dans le meilleur des cas. Des fois, c'est même 1 semaine après qu'ils parlent de certains sujets. Là, mais c'est le peuple qui se réveille. C'est ça qui arrive. Tranquillement, puis c'est grâce à des gens comme toi, Yann, Frank, d'autres aussi. Là. C'est pas toujours parfait ce qu'on fait, on s'entend là-dessus, mais au moins, on amène des débats. Moi, j'aime bien un gars comme Stéphane Bureau, qui, je pense, fait un travail extraordinaire. Et heureusement qu'on a un Stéphane Bureau parce qu'il avait la crédibilité et l'appui du public lorsqu'il arrive avec des sujets touchés, des sujets sensibles. Ben, les gens se tendent l'oreille malgré tout. Malgré qu'on a essayé de le canceller quand même, mais il y a une notoriété qui vient du public qui fait en sorte qu'il est capable de percer présentement dans les médias traditionnels. Et je pense qu'il fait un excellent travail en France. Je ne pense pas qu'il nous fasse honte lorsqu'il parle en France, qu'il s'adresse aux Français, la communauté francophone de la planète, mais ça passe directement par l'entremise de la France. Mais je suis vraiment content qu'on ait encore des gens de ce calibre-là au Québec. Et je présume qu'il y en aurait d'autres. Malheureusement, ils ont peur. Parce que, tu sais, vois-tu, juste ce qui est arrivé là, au 98.5, c'est complètement ridicule. Mais complètement ridicule. Il dit, moi, je ne suis pas conspirationniste, mais j'ai des doutes. Et sincèrement, si tu regardes, c'est pas comment ils appellent ça, la capsule qui est arrivée sur la Lune, là, je veux dire, c'est fait avec du scotch-tape. Il y a des questions à se poser là-dedans. Ça ne veut pas dire que j'ai raison ou j'ai tort, mais si c'est vraiment ridicule, arriver avec des débats qu'on échange, puis le grand gagnant de tout ça, ça va être la vérité, tout simplement. Il n'y a personne qui va être perdant avec la vérité.
Des fois, j'en suis conscient, la vérité fait mal. Ben, c'est un peu ce que le prof Caron parlait hier, là, dans le sens qu'il disait que laissez pas, empêchez pas quelqu'un de se ridiculiser en public. Ben non, ben non. Puis moi, je suis pas d'accord avec ses propos sur la Lune. Là. Moi, je pense qu'on y a été. Puis je dis pas que 100% des trucs ont été clairs là-dessus, mais je pense qu'on a été pour le vrai. D'ailleurs, il y a des réflecteurs qui ont été installés par plusieurs astronautes qui ont été. Fait que tu peux, mettons, renvoyer un laser. Il y a plusieurs universités qui font ça. Tu peux envoyer un laser directement qui est reflété sur un de ces réflecteurs-là qui est renvoyé, tu sais. Puis que tu ne pourras pas le faire avec la surface même de la Lune, longue histoire. Mais juste ma petite théorie concernant la Lune, là. Moi, ce que je pense, c'est que oui, on était sur la Lune, mais que cette fois-là, tu sais, le fameux vidéo qu'on voit là, souvent avec je sais pas, l'appareil qui arrive, là, qui est fait avec du papier d'aluminium, on dirait. Là. Ça se peut que cette fois-là, ça a été un montage parce qu'il faut se rappeler du contexte. On est en pleine guerre froide. Nos rivaux numéro 1, ce sont les Russes. Et on cherche à arriver le premier pour démontrer que notre système, en l'occurrence, le système capitaliste, est supérieur au système communiste. Ça se peut qu'il y ait eu quelque chose de similaire à ça. Bon, perso, mais ça, c'est une théorie. J'ai aucune preuve de ce que j'avance. C'est une question que je pose, mais peut-être que je suis totalement dans le champ. C'est ça, moi, je pense pas, parce que justement, c'est Christian Page qui en parlait d'ailleurs là-dessus. Il disait que il dit le 22 juillet 69, je pense que c'était quoi? C'est Khrouchtchev ou Gorbatchev, on n'aurait plus trop. Khrouchtchev qui avait dit littéralement, écoute, il a appelé, à la seconde, c'était confirmé que Neil Armstrong puis Aldrin était sur la Lune. Il a dit, gars, cancellez tout le programme spatial russe, la course est terminée. Là, fait que les Russes qui avaient fait ça pour que justement, alors que ça aurait été fait all the way, en tout cas, personnellement, Jean-Marc Moulin. Mais regarde, on n'empêchera jamais le monde de questionner, tu sais, puis c'est correct. Puis justement, au contraire, on veut pas, tu sais, me dire comme Prof. Forgeron disait, faut pas commencer à vouloir censurer le ridicule. Non, ça, je suis d'accord. Ou même la possibilité de se ridiculiser. Puis je dis pas que tout ce qu'on dit là, c'est ridicule, mais tu sais, dans le sens que si on commence à... Parce que, tu sais, on finit avec un genre de société quasiment avec les fesses serrantes à barouette, parce qu'à moins que tu... Ah, mais c'est ça qui se dessinait, Joey. C'est exactement ce qui est en train de se dessiner. Ouais. Pendant la COVID, là, tu ne pouvais pas dire ce que tu voulais. Tu sais, je veux dire, il y a des gens qui ont été crucifiés sur la place publique parce qu'ils ne posaient que de simples questions, alors que nos parlementaires ont dormi au gaz. Ça votait unanimement à l'Assemblée nationale. Moi, je ne me suis pas senti très bien représenté pendant la crise covidienne. Non plus. Par rapport à nos politiciens. Mais l'important là-dedans, c'est la liberté d'expression, d'être en mesure d'échanger d'une façon saine et démocratique. Le nerf de la démocratie libérale, la nôtre en l'occurrence, c'est la liberté d'expression. S'il y a des sujets qu'on ne peut plus aborder, je ne pense pas que ce soit un sujet qui a un gros impact. Là. Je veux dire, c'est pas personne qui est arrivé sur la place publique et qui a fait l'apologie de la pédophilie. Ça, je comprends qu'on aurait coupé le... Tu sais, je veux dire, on s'entend là, qu'on aurait coupé le micro assez rapidement. C'est pas ça pantoute. C'est quelqu'un qui se pose des questions. Il se dit même qu'il n'est pas complotiste, mais il y a certaines interrogations parce que, visiblement, on n'a pas répondu à toutes ces questions. Mais si un jour on répond bien à ces questions, peut-être qu'il va changer d'idée. Mais si on ne peut pas aborder le sujet, comment cet homme-là va être en mesure de trouver sa vérité ou la vérité là-dedans? C'est ça. Il va la trouver ailleurs, même si c'est ça. C'est ça qui est arrivé à plein de monde aussi. Oui. Autant que c'est ça. Les grands médias sont malheureusement les artisans de leur propre sort. Ils ont choisi l'argent, ils ont choisi une ligne directrice pour ne pas trop déranger, mais ça ne fonctionne pas. Et la défense du statu quo et l'accès aux politiciens. Exact, pour avoir des petits scopes à l'occasion. Je sais qu'il y a une game qui joue à l'occasion, c'est-à-dire que des fois, tu es correct avec un politicien, puis il t'en donne un peu, puis tu peux jouer tes cartes de la manière que tu veux. Les pires, c'est ceux de la colline parlementaire, no offense. Là. Je dis pas que c'est des mauvaises personnes, mais ils sont tellement, tu sais, vous voulez voir le club des kings, des spin doctors, des docteurs, sont tous là. C'est même ça fonctionne. Mais qu'est-ce qui est arrivé dans les 20 dernières années? De ce monde, puis tout ça, là, Jonathan Trudeau, puis toute cette gang-là, là, ça spin. Fait que, écoute moi, j'ai la prétention de ne pas avoir la science infuse. J'ai la prétention également où je me donne le droit de me tromper. En contrepartie, je veux continuer à dialoguer. Et pour dialoguer, il faut qu'on enlève la censure et ça presse. Si ce que j'avance est complètement stupide et vous le démontrez avec une batterie d'exemples, je vais fermer mon clapet, je vais m'excuser. Je suis dans le champ. Puis ce ne sera pas la première fois de ma vie que je vais être dans le champ. Là. Hein?
On pourra en parler longtemps. C'est fou, braque. Ah non, c'est Mais sûr c'est que c'est. inquiétant. C'est un peu inquiétant, mais en Ah même temps, ce oui, qui est beau de ça, c'est que les gens ont réagi. Et le 98.5, Cogeco, a l'air un peu fou aujourd'hui parce qu'il est sur la défensive, alors qu'il ne s'est rien dit. Je veux dire, moi, je me souviens, j'avais discuté avec Gilles Proulx lorsque j'avais fait mon cours en communication là, en 2005. Là, ça ne me rajeunit pas. Puis j'avais parlé d'objectivité. Puis lui, il m'a dit, moi, je ne crois pas, José, à l'objectivité. Je crois à l'honnêteté intellectuelle. Moi, j'applique ça le plus souvent possible dans ma vie. Je te donne un exemple. Je pense que j'en ai déjà parlé à ton antenne ou à ton émission. C'est Mathieu Rivet, notre député de Kakis. Tout le monde sait que je ne suis pas un caquiste. Je veux dire, ça ne prend pas à tête à Papineau pour se rendre compte de ça. En contrepartie, concernant un dossier très, très important localement, tu le connais, le dossier du complexe culturel et sportif, Mathieu Rivet a réussi à aller nous chercher 54,5 millions de dollars. Je lui dis, il a fait un travail de maître là-dedans. Que tu sois pour ou contre le projet, peu importe. Il a fait un excellent travail. Qu'est-ce que tu penses que j'ai dit dans les diverses plateformes où je fais des apparitions? J'ai dit qu'il avait fait un excellent travail et je te le dis aujourd'hui, dans ce dossier-là, Mathieu Riffet a fait un excellent travail. Maintenant, ça ne veut pas dire que je vais avoir ma carte de la Coalition Avenir Québec. Ça veut dire une chose, ça veut dire que je suis capable de reconnaître les qualités chez les autres. On s'attendrait un peu la même chose de nos médias. Tu sais, regarde, exemple, Donald Trump. Pensez-vous que Donald Trump est devenu millionnaire en étant un gros stupide? C'est sûr qu'il a fait des choses qui ont de l'allure dans sa vie. Êtes-vous capable de le traiter objectivement au lieu de tomber dans l'émotion? Ça ne veut pas dire que je suis pour Trump ou que je suis contre Trump. Le but n'est pas là. Le but, c'est de réussir à analyser une situation. J'avais parlé de Denis Coderre pour le Parti libéral. J'avais dit que dans le temps, c'était la meilleure carte que le Parti libéral pouvait avoir. Ça ne veut pas dire que je vais prendre la carte du Parti libéral demain matin. C'est qu'objectivement, plutôt avec ma façon de voir les choses, en étant honnête, j'ai vu que Denis Coderre pouvait, si c'était bien géré, donner une poussée au Parti libéral. Je ne suis pas libéral pour autant, mais je suis capable de voir ça. Ce qui est étonnant, c'est que souvent, c'est de l'honnêteté intellectuelle à géométrie variable. C'est ça qui est exact. C'est que c'est souvent. L'information à géométrie variable. Aussi, si on n'en parle pas, c'est que ça n'existe pas, exactement. C'est ça, c'est que souvent, ils vont le faire pour des partis qui ressemblent majoritairement à leurs idées, majoritairement des partis de gauche. Parce que justement, la majorité des journalistes aujourd'hui la majorité ne viennent plus de la classe d'école bleue, ils viennent toutes d'école blanc. Ils font partie de cette nouvelle élite-là nécessairement, tu sais. Puis c'est les mêmes après ça qui disent, voyons donc, les gens qui pensent perdre leur liberté là, en 2024 quand même. Il y avait un couvre-feu. Il y avait un couvre-feu au Québec. Ils sont carrément dans le champ, là. Mon char, mon choix. Là. Oui. Je veux dire, ils ne sont pas capables de faire la part des choses. Tu sais, dans n'importe quelle relation, tu sais, t'as une blonde, puis tu viens par avoir des conflits, il faut que tu sois en mesure de t'exprimer puis d'échanger. Tu ne peux pas juste imposer ta vision. Ça ne marche pas. On appelle ça une dictature. Et lorsque Cogeco agit de la sorte, c'est un peu une forme de dictature où, ben non, c'est géré par des pleuils du pas possible. Tu sais, éclairer quelqu'un, la mettre de côté temporairement pour une telle bagatelle, je veux dire, j'aimerais pas ça travailler là, je serais tout le temps pogné. Bon, je n'appellerais pas ça une dictature, mais c'est certain que c'est une décision de cabochon. Là. Autant que les animateurs de radio ont des contrats très stricts par rapport à, tu shit-talk pas le brand, des trucs comme ça. Mais, bien évidemment, le gars, à la limite, je sais pas, tu fais une excuse officielle le lendemain en disant que c'est ça, tu sais pas trop quoi que ce soit, puis que je comprends que les auditeurs n'ont pas très bien là-dessus, regarde, c'est mon opinion. Où tu t'expliques, où tu fais une déclaration officielle, mais de là, le suspendre pour ça, c'est carrément inutile, selon moi. Là. C'est vraiment trop, ridicule. Mais c'est ridicule, mais c'est ça, on est devenu depuis la pandémie avec la gâchette facile pour ce genre de truc-là. Là, on est tellement rendu en mode outré pour la moindre note qui... parce que, tu sais, on s'entend dessus que bien évidemment que ça prend des règles. Tout le monde ne peut pas dire absolument tout ce qu'il veut sur les ondes publiques ou les ondes en général, tu sais. Mais il y a des mécanismes aussi. Je sais. Par exemple, je pense... Juste, mais c'est ça, si il y a... tu sais, tant que ça n'affecte pas justement la santé physique ou psychologique des gens, dans le sens que, tu sais, si ils font pas nécessairement de la
de la haine en ondes, la divulgation de la haine, mettons un peu comme il s'est passé il y a 30 ans en Rwanda, où c'est que les animateurs de radio, ils démonisaient certaines parties de la population que starté le massacre des Hutus, des Tutsis et compagnie. Ben ça, c'est une autre histoire. Mais quand c'est juste un gars qui croit une théorie de complot sur l'annulage de la Lune, là, écoutez, là... Non, mais quel impact que ça a? Ben, c'est ça, j'allais dire, ça n'a pas d'impact. Je sais pas, mettons... Par contre, s'il aurait dit une affaire, genre, je pense que Sophie Thibault, c'est une reptilienne. Tu vas à la vidéo, c'est que son cou, il arrête de bouger. Ridicule. Là, je dis comme, là, crème, à un moment donné, OK, ça c'est plus là. Mais, tu sais, l'alunissage, tu sais... C'est pas comme de quoi on peut prendre notre char et y aller. Là. Oui, on peut pas vérifier facilement. Là. Ben, c'est ça que je voulais dire. Mon but, c'est pas de dire qu'il a raison, simplement pour dire que c'est ça. C'est qu'il y a comme, pour une partie de la population, il y aura toujours un genre de point d'interrogation jusqu'à temps que ça devienne très abordable et tout le monde peut aller sur la Lune en vacances les fins de semaine. Fait que ça va être une autre histoire. Mais comme, puis là, il y en a d'autres qui vont partir sur d'autres histoires. Ça va être rendu Mars, puis après ça, ça va être rendu, je sais pas, mettons, Titan, la Lune de Saturne. Je sais dessus, moi, mais en tout cas, ça va tout le temps. Mais par ailleurs, là, le débat n'est pas si l'être humain était sur la Lune ou pas, s'il y a eu un message ou pas. Le débat est relativement simple. Le débat fait allusion, je pense, à la liberté de parole, à la liberté d'expression. Si tu ne peux plus dire, pardon, des bagatelles de la sorte, tu es possiblement mieux de fermer les livres. Parce que ça n'a plus de sens, là. Tu as parlé, tu es toujours sur le nerf parce que là, ça fait penser un peu, là, je ne sais pas, tu as déjà connu quelqu'un qui est toujours sur le nerf, qui pogne les nerfs facilement, ou un prof d'école, peut-être que tu en as déjà connu, tu es toujours sur le nerf de faire quelque chose de travers pour pas qu'il pogne les nerfs après toi. Ça vient que c'est invivable. Alors, c'est un peu la même chose. Tu es rendu en onde, que tu as des sujets là, tabous que tu ne peux plus aborder, puis que les sujets ne sont pas là, de même, c'est rendu que la liste est longue de même. Je vais essayer de le mettre pour l'écran, longue de même, encore plus long. Il y a un problème. Ça ne fonctionne plus. Et là, je fais appel aux gens. Rappelez-vous d'une chose, c'est que nos démocraties libérales sont basées sur la liberté d'expression. Si nous n'avons plus cette liberté d'expression-là, nous ne sommes plus en démocratie. Et posez-vous la question. Alors, moi, sérieusement, ça m'affecte de moins en moins parce qu'on est tellement rendu, je ne sais pas combien dans la liste. C'est que autant que ça m'a. Mon but, c'est pas de prendre ça du revers de la main et de dire que c'est pas important. Au contraire, je sais que c'est franchement important. C'est juste qu'à un moment donné, je ne dis pas que je suis résigné. Non, pas à ce point-là. C'est pas le bon verbe que j'emploierais, là. Mais je suis rendu quasiment indifférent. Dans le sens que, tu sais, un autre. Puis j'ai l'impression qu'est-ce que ça va lui prendre pour qu'enfin ils se réveillent. Je pense que c'est ça. Ils se réveilleront juste pas. Tu sais, du monde comme Olivier Niquette, puis cette gang-là de Ratcan ou quoi que ce soit, les Penelope McQuaid de ce monde, ça changera pas. Il y a un avant-COVID et un après-COVID. On se rend compte de ça. Il y a comme eu une cassure, une brisure, appelle ça comme tu veux. Et maintenant, il y a des gens qui veulent le statu quo. Il y a des gens qui voudraient que ça soit comme dans le temps, alors que tu le vois avec l'émergence des médias sociaux et des plateformes là, autres que les médias traditionnels, ça bouge. Et il y a des gens qui ne sont pas en mesure de se rendre compte qu'il y a un changement, qu'on a procédé collectivement à un changement et qui tiennent à l'ancien monde. Alors qu'on est en réalité, c'est plate à dire, dans un nouveau monde. Cet impact-là là, des réseaux sociaux, d'Internet et compagnie, des plateformes comme la vôtre, ça a le même impact à peu près que l'arrivée de l'imprimerie là, par Gutenberg au 15e siècle. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, les gens, là, juste pour la religion également, les gens ne savent peut-être pas, mais on est arrivé avec la réforme luthérienne en Allemagne notamment. Pourquoi? Parce que les gens avaient accès à des Bibles. Donc, ils lisaient eux-mêmes la Bible et pouvaient se faire une tête selon ce qu'ils lisaient. Ils se sont rendus compte qu'il y a bien des prêtres, les bullshitaient un petit peu. Ah ben oui, absolument. Les 92 résolutions de Martin Luther, pas Martin Luther King, en passant à Martin Luther, là, il y a une nuance à apporter. Le père du protestantisme. Du réformisme allemand, du moins. Là. Lui, dans mon cours d'histoire que j'avais fait à l'université, j'en ai fait quelques-uns, là, c'est simple, il y avait une image qui voulait tout dire. C'était une balance. Dans la balance, tu avais la Bible qui pesait beaucoup plus, qui était beaucoup plus pesante que le clergé. C'est ce que ça voulait dire. Et s'il y a eu du protestantisme et que l'Église catholique s'est scindée en 2, voire en 3, en 4 par la suite, là, c'est par rapport à l'arrivée de l'imprimerie. Du moins, ça a joué un rôle très, très important. Ah non, absolument. Puis, écoute, on est en plein milieu de ça. Ils vont vraiment avoir... Puis ce qui me fait peur, puis on en a déjà parlé souvent, c'est que c'est ça. C'est que c'est nos gouvernements cons et très peu informés qu'ils sont, de gens très, très ordinaires puis très average,
le moment que ce fameux changement naturel va se faire, que oui, un bout de temps, les médias traditionnels vont manger le pain noir, mais crime, s'ils veulent qu'ils changent pour le mieux, ils n'ont pas le choix de le faire. Mais nos gouvernements ne leur permettront même pas de faire ça parce qu'ils vont continuer à les financer quand c'est industriel, puis ils vont les sauver. Oui, mais ça va faire son temps. Là, je veux dire, on le sait là, que ça tient sur un fil, ce système-là. Parce qu'ils se font Pendant que ça fait son abandonner. temps, il y a d'autres nations sur la planète que les lois, ils s'en crissent comme l'an 40, puis eux autres, ça roule à plein gaz. Là, Non, je le sais, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? on n'a pas une éternité devant nous non plus. Là, Mais pourquoi on est rendu là? Tu sais, j'en ai déjà parlé à ton émission. C'est simple, on récolte le fruit des 20 dernières années où, au lieu d'avoir des gens compétents qui ont pris les rênes du pouvoir pour faire avancer leurs nations respectives, ben, c'est les opportunistes qui ont pris le dessus. Mais un opportuniste, qu'est-ce que ça veut? Ça se choisit, hein? Ça pense juste à lui. Alors que quelqu'un qui travaille pour les autres, pour la collectivité, bien, celui-là est arrivé possiblement souvent avec des vérités, puis ils l'ont balayé du revers de la main parce qu'il nuisait à l'objectif des opportunistes. Ben, c'est un peu ça. Je résume la chose, on s'entend là, que ce serait un travail exhaustif de recherche pour arriver à une conclusion là, bien montée avec des exemples. Mais mon instinct et ce que je perçois du haut de mes 45 ans et de mon expérience, c'est exactement ça. Et là, ça nous pète en pleine face parce que l'Occident est en train de perdre sa prédominance. Il n'est pas à peu près. Absolument. Écoute, comme d'habitude, ça passe toujours vite avec toi. On a encore fait 40 minutes. Ouais. Puis quand on est habitué, je pense que c'est rendu c'est la norme. C'est la norme, Master. Fait que c'est même plus spécial. Fait que on rentre là-dedans. Merci, José. On s'en parle la semaine prochaine. Ça fait un plaisir, mon ami. Allez, bye. À plus.